pour un reportage important dans le cadre de quelques activités que j'avais eues avec le magazine Géo. Mais pour les 72 heures qui sont à leur 15e édition, c'est ma première participation. Mon sentiment général, il y a quand même un sentiment général qui se dégage. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'activités, je ne peux pas faire une synthèse quand même de tout ce qui a été fait. Je n'ai pas tout vu, je n'ai pas vu beaucoup d'activités qui se passaient à des endroits différents. Cependant, ce que je peux dire, c'est que pour moi, habitué peut-être à des festivals littéraires, la littérature n'a pas toujours eu la place qu'elle mériterait. Cependant, 72 heures de livre, on n'a peut-être pas dit 72 heures de littérature. Mais moi, j'ai un angle par lequel je prends les choses de la littérature. Ça n'a pas toujours eu une place importante dans les manifestations. Oui, mais est-ce que ce n'est pas dessein? On voit aujourd'hui que beaucoup de monde fuit la littérature. Il faut bien l'agripper à quelque chose pour que le monde s'y intéresse. Le mélange littérature, tourisme et peut-être même gastronomie aussi, peut-être un petit choix à dessein pour faire prospérer le livre dans les cœurs. Oui, c'est une réalité. Dans les pays où on n'a pas, la littérature n'a jamais vraiment eu une place importante. Sinon, en France, où moi je vis, quand on dit un festival littéraire, c'est un festival littéraire. Quand je vais au Marathon des mots, qui est quand même l'une des manifestations les plus importantes en France, oui, la littérature, elle a toute sa place. Quand on est à Saint-Malo, c'est vrai, il y a le cinéma, il y a la littérature. Mais bon, la littérature, elle a sa place. On invite plus de 200 écrivains et venus du monde entier. On parle de littérature. Quand on parle du festival ou bien de Paris Livre, le salon du livre de Paris, on parle de littérature. On n'a pas besoin d'agripper ça à quelque chose. Quand on est à Berlin, on parle de littérature. J'admets que on n'est pas non plus peut-être dans des contextes comme ceux-là, parce que c'est vrai, si on résumait tout à la littérature, on aurait un intérêt très très réduit dans nos pays pour le moment. Est-ce qu'on est obligé d'agripper, est-ce qu'on est obligé de faire comme les autres? Eh bien, on fait comme les autres. C'est un festival culturel, c'est pas nous qui avons inventé ça. C'est même ça notre problème. Nous ne sommes que ce que les autres ont créé en nous et nous avons l'impression que nous avons des voix. Nous les imitons et nous n'avons pas les moyens de faire ce qu'ils font. Tout. C'est-à-dire, nous faisons en moins bien ce qu'ils font et nous pensons faire des choses alors que nous n'avons rien inventé. Nous ne sommes que dans l'imitation. Nous imitons ce qu'ils ont créé. J'ai l'impression que Samy s'est ennuyé. Je ne me suis pas ennuyé. Non, l'ennui est une chose différente des réserves énormes que je peux avoir sur un festival parce que j'en ai l'habitude, des décennies quand même à participer à des événements un peu partout dans le monde. Je sais quand même faire tout de suite un bilan à partir de ce que je vois ou de tous les échos que je peux avoir. Je ne me suis pas ennuyé parce qu'il y a au moins le côté humain. Un festival, c'est aussi des retrouvailles, des rencontres. Donc il y a quand même ce côté-là qui est le off de tout événement de cette ampleur-là. On ne s'ennuie pas, on observe et on a quand même des réserves, on a des retours à faire peut-être qui permettent d'améliorer ce qui va arriver après, dans la mesure où même après une 15e édition, on ne peut pas non plus dire qu'on a atteint la perfection. Elle ne sera jamais atteinte, mais il y a des possibilités d'améliorer. Si Samy doit être conseiller de 72 heures de livre, qu'est-ce qu'on va changer là? Si j'étais conseiller à partir de cette édition, c'est vraiment de cette édition, puisque c'est la seule que je connais, je dirais qu'il faudrait réduire la part très politique de l'événement, parce que les discours qu'il y a eu, ils sont quand même arrimés directement à la politique, au contexte politique actuel, ont occupé peut-être une place importante, peut-être le discours politique le jour de l'inauguration et ensuite on peut ne pas l'intégrer directement dans les événements, mais disons, on sait que l'État, s'il est derrière, il est derrière quand même, le festival. S'il n'est pas derrière, parce qu'il y a des festivals où l'État n'aide même pas, il n'est pas derrière, mais on n'a pas nécessairement besoin que des représentants de l'État soient constamment dans
la zone immédiate des activités pour tenir des discours. Ça peut parfois peut-être un peu plomber les choses, comme c'est-à-dire la politique occupe une place, elle a déjà tout l'espace, elle peut récupérer n'importe quel autre espace. On le sait partout dans le monde, hein, c'est pas propre à la Guinée, mais il faudrait peut-être trouver le moyen de la rendre plus discrète dans sa participation à cet événement-là. Ah, donc pour vous, c'est pas un plus que d'avoir des hommes politiques dans les environs des livres, alors même qu'on les tasse d'un culte qui s'intéresse très peu à la culture, en tout cas aux livres en Afrique. On fait une confusion. C'est-à-dire la présence des hommes et femmes politiques dans un événement ne signifie pas la présence du politique dans l'événement du politique immédiat. Les États soutiennent quand même. Les événements littéraires sont soutenus par les États, donc par les politiques. Ça, c'est une nécessité, mais leur présence immédiate par des discours n'est pas une nécessité. On n'est même pas sûr que leur soutien soit à la hauteur de leur présence par les discours. Parce que j'ai entendu, moi je ne connais pas la structure quand même des 24 heures, hein, mais j'ai entendu quand même les remerciements. Ils sont allés en grande partie à la France. Ça veut dire quand même que ça dépend quand même en partie de ce qui vient de structures étrangères à la Guinée. C'est quand même l'Harmattan derrière. Oui, l'Harmattan derrière, mais bon, déjà, l'Harmattan, c'est vrai, l'Harmattan est l'organisateur principal, c'est vrai, mais bon, les fonds, il y a vraiment la France, c'est Sancy lui-même qui le dit, le principal partenaire, c'est la France, c'est en termes d'investissement quand même financier. Vous avez des craintes à ce propos? Que la France prenne le devant, qu'elle soit remerciée instamment, constamment? Non, je n'ai pas de crainte, je suis habitué, hein, je veux dire, quand on est au Mali, quand on est au Burkina, la France, elle est toujours là. Le seul pays où je sais que personne ne remerciera la France parce qu'on ne lui demande rien quand on organise un événement, le Salon du Livre d'Alger. C'est-à-dire, c'est l'Algérie, hein. C'est même pas le pays où tu oserais remercier la France, parce que voilà, tu fais ça en Algérie, je pense que tu te serais trompé vraiment de planète. Donc il y a des pays comme ça. Je suis allé à des événements littéraires en Afrique du Sud. Non, il y a des possibilités, une autonomie de financement en Afrique du Sud. Donc je n'ai pas peur, mais je pense que longtemps encore, nos structures qui organisent des événements seront dépendantes de ce que la France nous apporte comme aide, ça c'est sûr. Samy Tchak est quand même un citoyen du monde, dois-je dire, né à Lomé dans son Togo natal, a fait la France, a connu l'Amérique latine, a connu quelques pays, notamment en Afrique centrale, le Cameroun notamment. Vous venez de parler de l'Afrique du Sud, c'est donc un citoyen du monde. À cette occasion, on parle d'interculturalité. Comment Samy se définit? Je ne sais même pas si... Moi, je suis né dans un petit village au centre du Togo, plutôt dans ce qu'on appelle la région de Tchaoudjo. C'est vrai, j'ai eu la possibilité de parcourir quand même le monde en voyageur qui n'a pas nécessairement la possibilité de s'imprégner des réalités locales parce que je ne passe pas beaucoup de temps. Les salons, pour ceux qui les connaissent, ont une particularité qu'on retrouve partout, c'est qu'elles sont hors de la réalité en général, dans la mesure où, ou bien ils sont, les salons, hors de la réalité en général, dans la mesure où on a des parcours balisés. On quitte l'hôtel, on se rend à un endroit où il y a des stands, on quitte l'hôtel, on se rend dans un endroit où il y a des événements, mais en général, on ne voit pas grand-chose du pays ou de la ville dans laquelle on vient. Dans ce cas-là, on n'est pas nécessairement citoyen du monde. Quant à l'interculturalité, j'ai du mal à d'ailleurs savoir qu'est-ce qu'on entend par là. Qu'est-ce que nous entendons par interculturel? C'est quoi? Ça signifie quoi? Vous êtes quand même sociologue, ethnologue. Oui, je sais, les sociologues et les ethnologues racontent des bêtises, on le sait, hein, c'est pas non plus... J'ai consacré mon dernier livre avec un anthropologue comme personnage principal. Le continent du tout et du presque rien revient sur l'anthropologie, l'ethnologie. On a quand même tendance à appeler interculturalité le triomphe de plus en plus intégral de l'occidentalité. C'est quoi interculturel quand on parle de livres? Nous sommes dans le giron
de la culture occidentale. Ce n'est pas l'interculturalité, c'est que nous sommes occidentalisés avec quelque chose peut-être de tellement pathétique, vraiment pathétique, c'est que nous sommes en train d'aller de plus en plus vers ce que les autres ont déjà fait, qui s'est peut-être déjà épuisé. Nous le faisons mal, comme je le disais au début, en les imitant, avec l'impression que nous sommes nous. C'est quand même ça le problème. Interculturel de quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé d'interculturel dans le salon du livre ou dans les 112 heures du livre? C'est le brassage humain, par exemple. C'est que des œuvres d'univers culturel différents se croisent. Par exemple, s'interpénètrent, s'inter-échangent. Un Béninois qui amène son livre au salon aux 72 heures du livre de Conakry, il peut quand même rencontrer d'autres auteurs, il peut voir d'autres lecteurs et autres. Non. Non, c'est pas pour ça que ça deviendrait interculturel. Le Béninois que je rencontre, le Togolais que je rencontre, le Guinéen que je rencontre, l'Haïtien que je rencontre sont des personnes formatées dans la même zone occidentale, c'est-à-dire quelque chose qui échappe aux frontières pour devenir un espace ouvert, formaté par les mêmes. Ce que j'ai appelé la verticalité universelle occidentale nous concerne tous. Je ne vois des Béninois ici que des gens qui nous ressemblent parce que nous avons des parcours similaires. Nous n'apportons pas quelque chose qui viendrait de nos cultures dites africaines, authentiques, ça ne veut rien dire. Nous nous ressemblons, c'est pour ça que nous nous retrouvons. Nous nous rassemblons parce que nous nous ressemblons. Nous nous ressemblons parce que nous sommes le produit des autres. C'est quoi interculturel? C'est pas quand je lis quelqu'un, je ne le juge pas en fonction de sa culture, je le juge en fonction des critères quand même, de la connaissance, en fonction des critères occidentaux de ce qu'on peut appeler la littérature, la culture intellectuelle. Je ne suis pas en train de savoir s'il me dit quelque chose de comment il écrit quand même. Ça m'intéresse. Mais on a quand même de moins en moins un espace d'interculturalité. On a un espace d'occidentalisation qui reste quand même caricatural, je l'admets. Mais nous ne sommes que des produits occidentaux. Selon moi, je ne vois pas tellement ce qu'on entend par interculturel. Alors le sujet devrait se poser comment? Le sujet ne se pose même pas. Il ne se pose pas. C'est comme je prends, on parle de culture, je peux prendre les pays, je vais dire, c'est quoi le Bénin, le Togo ou la Guinée. Ce sont des caricatures occidentales dont le rêve le plus pur est en deçà du passé occidental. On prend une ville, elle se développe un peu, quelque part comme Kigali, on dit, il se développe. La ville de Kigali n'est même pas ce que sont des petites villes de province en France. Donc notre vision, elle est en retard sur le passé de ce que nous imitons. Je ne vois pas tellement qu'est-ce qu'on peut appeler les perspectives. Je pense que nous sommes peut-être piégés par une double chose. On est dans le giron occidental, on ne l'admet pas pour trouver des voies peut-être à l'intérieur qui nous permettent peut-être de rester moins écrasés. En même temps, nous avons la prétention qu'il nous faut retrouver notre authenticité. Et ça, c'est quand même peut-être là qu'on parle d'interculturel, parce que les gens rêvent encore à ce qu'ils appellent authenticité africaine, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas une culture africaine, il n'y a pas une civilisation africaine, il y a des cultures, ça ne veut rien dire. Nous sommes dans le giron occidental et que bon, notre rêve, c'est peut-être de mieux faire là où nous sommes. Vous avez un regard négativiste sur ce qui se fait en Afrique? Non, je n'ai pas un regard négatif, j'ai un regard objectif et réaliste. Et je ne suis pas un rêveur, je vois quand même que le monde, il est le monde occidental. Et même s'il ne l'était pas de nos jours, il l'est encore plus. Avec la civilisation du numérique, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de dire qu'on y est. Même les jeunes qui disent aujourd'hui on a beaucoup de possibilités pour faire quoi? Pour faire ce qui est déjà fait ailleurs. Quelqu'un invente un petit truc, on est en train de s'extasier, un Togolais a inventé un truc, qu'on le compare aux inventions qui existent déjà en Occident. Qu'est-ce qu'il a inventé? Rien du tout. Donc, on est dedans et je ne suis pas en train de dire que c'est triste, je suis en train de dire que c'est peut-être là qu'il faudrait que nous améliorions
notre capacité. Vous avez tendance à minimiser le génie africain peut-être. Il y a quand même de petits pas qui se mettent. Donnez-moi un exemple de quelque chose que quelqu'un a fait de génial qui ne soit pas quelque chose en deçà de ce qui a été déjà fait ailleurs. Moi, j'aimerais un exemple. Quoi? Qui a inventé quoi? Qui ne soit pas un truc qui a déjà été inventé, c'est-à-dire qui est en deçà de la robotique en médecine, par exemple, la robotique en médecine, par exemple, par un scientifique béninois. Oui, là, et ça, c'est un truc révolutionnaire qu'on n'a pas fait ailleurs. C'est-à-dire que ça a révolutionné le monde. Un béninois a inventé un truc en médecine que le monde entier ne découvre. On n'a rien fait de mieux. Mais si vous analysez bien son art, ce qu'il a inventé est en retard sur ce qui existe déjà. Donc, il faudrait qu'on soit objectif. Il a inventé quoi? Pour les Béninois, ça a du sens. Ça a révolutionné quoi? Je ne crois pas. Quelle est l'actualité de Samy Tchak actuellement? Voilà, c'est vrai qu'on attend beaucoup de livres. Des livres sont déjà passés, faut-il le dire, avec beaucoup d'intérêt. Actuellement, c'est comme une sorte d'hibernation, de retraite. Un écrivain n'hiberne jamais, puisqu'un écrivain qui hiberne est peut-être un écrivain qui écrit dans un premier temps pour lui-même. Ce qui n'est même pas mon cas. J'ai sorti mon dernier roman en 2021. J'ai terminé déjà un roman qui est avec mon éditrice, qui a même un titre déjà définitif. Il parle de quoi? Il parle de ce dont l'écrivain doit parler. L'écrivain ne parle que de choses, c'est de la condition humaine. C'est plutôt par quel angle? Par quel angle ce livre que j'ai... Vous l'attaquez comment? J'ai intitulé Les sombres étoiles de la nuit tardive. Par quel angle on entre dans la condition humaine? C'est par l'angle de la maladie. La maladie et l'âge. Comment on s'achemine vers cette sorte de nuit qui attend tout le monde et qui peut être brutale pour certains parce qu'on la voit toujours à l'horizon de la vieillesse. On oublie quand même que des étoiles s'éteignent parfois à peine nées dans le ciel. Des gens qui n'ont pas 1 an qui meurent, des gens qui ont 2 ans qui meurent. C'est-à-dire cette nuit-là qui attend tout le monde et qui rend la condition humaine quelque part à la fois belle et tragique. C'est elle qui est le sujet de ce roman qui est déjà terminé, intitulé Les sombres étoiles de la nuit tardive. Samy Tchak, merci. Merci.